Nous avons vu, dans le chapitre « Modèle modal », qu'un système mécanique pouvait être représenté par sa base modale, faite de vecteurs ou modes propres et des valeurs ou fréquences propres associées. Ceci sous condition qu'il soit naturellement discret ou discrétisé, et que ses équations différentielles soient linéaires ou linéarisées, pour des petits mouvements au voisinage de sa position d'équilibre. Le chapitre présent donne quelques indications sur des méthodes permettant d'obtenir la base modale, sans recourir nécessairement aux techniques classiques de détermination des bases propres, mal adaptées lorsque le nombre de degrés de liberté est élevé. Pour calculer la base modale, la définition donnée dans le chapitre « Modèle modal » est une première solution, mais elle est mal commode au-delà de quelques degrés de liberté. En effet, elle nécessite l'écriture de l'énergie cinétique et du potentiel pour en déduire les matrices de masse et de raideur associées. Nous allons donc voir d'autres solutions pour déterminer fréquence et mode propre. Si la matrice de masse est en général assez facile à déterminer, car souvent diagonale, la matrice de raideur peut être déduite de celle des coefficients d'influence, ceci étant obtenu par des calculs statiques de déplacement sous l'effet de forces unités. Une autre solution peut être la mesure de ces coefficients. La méthode de Rayleigh permet d'obtenir une approximation de la première fréquence propre, en assimilant le premier mode à la déformée statique, sous l'effet des poids ou de forces proportionnelles aux masses. La méthode d'itération directe ou méthode de Stodola permet de calculer exactement les pulsations et modes propres successifs, dans l'ordre à partir du premier. La méthode inverse conduit au dernier mode dans l'ordre décroissant. Dans le cas de structures libres, c'est-à-dire ayant un degré de liberté non arrêté, il existe un mode rigide, c'est-à-dire tel que la structure possède un déplacement d'ensemble. C'est notamment le cas des lignes d'arbres en mouvement de torsion. Commençons par une remarque fondamentale. Comme vu dans le chapitre d'introduction, tout système mécanique est en fait un système continu, c'est-à-dire possédant une infinité de degrés de liberté. Dans certaines conditions de répartition des masses et des élasticités, le système peut être représenté par un nombre fini de degrés de liberté. C'est notamment le cas lorsqu'il est modélisé par la méthode des éléments finis. On parle alors de modèles discrets, ou discontinus, auxquels on associe un nombre fini n de coordonnées généralisées. Si le modèle modal peut être appliqué, c'est-à-dire dans le cas de vibrations de faibles amplitudes, le système est caractérisé par n modes associés à n fréquences propres. Toutefois, suivant la finesse de discrétisation, le nombre de degrés de liberté peut être plus ou moins z élevé, avec des fréquences propres, elles-mêmes plus ou moins grandes. Ce qui guidera pour le choix de la finesse de modèle, c'est le contenu spectral de l'excitation, c'est-à-dire les fréquences qu'il est susceptible d'exciter. Un modèle discret n'est donc pas valable dans l'absolu, mais relativement au modèle d'excitation qui lui sera appliqué. Nous verrons, dans un prochain chapitre consacré aux réponses des systèmes à n degrés de liberté, la notion importante de troncature modale. Considérons, pour l'instant, un système supposé représenté correctement par n degrés de liberté et voyons les différentes façons pratiques de le construire et d'en déduire le modèle modal. Reprenons l'exemple du chapitre « Modèle modal », soit trois masses de valeur 2, 1 et 3, reliées par des ressorts de raideur 1, 2 et 1, le premier étant attaché à un point fixe. Écrivons l'énergie cinétique des masses et le potentiel élastique des ressorts. On en déduit les matrices associées à ces formes quadratiques, M et K. Formons le déterminant de K- lambda IM, qui est un polynôme du troisième degré. La résolution donne les trois valeurs propres lambda I et les trois pulsations propres oméga I. En reportant dans le système d'équations liées, on déduit pour chaque valeur propre, un vecteur ou mode propre, défini à un coefficient près. En choisissant le vecteur dont la première coordonnée est unitaire, on obtient les trois vecteurs QI. Voici une réalisation du modèle précédent, à 3 degrés de liberté. Observons que même pour ce système axial, naturellement discret, un nombre plus élevé de degrés de liberté pourrait être envisagé, en faisant jouer l'élasticité des masses et la masse répartie des ressorts. Toutefois, les fréquences propres correspondantes seraient nettement supérieures. Voyons le premier mode. Les masses se déplacent en phase, avec des amplitudes dans les proportions 1, 1,395, 2,038, à la fréquence de 0,0516 Hz.
Dans le second mode, la première et la deuxième masse sont en phase. La troisième est en opposition de phase. Le mode est 1, 0,691, moins 0,849 et la fréquence 0,143 Hz. Pour le troisième mode, première et seconde masse vibrent en opposition. La troisième, en phase avec la première, a une amplitude très faible, comme le montre le mode 1, moins 2,42 et 0,225 pour une fréquence de 0,315 Hz. La première difficulté, dans un système possédant un nombre élevé de degrés de liberté, est la constitution des matrices de masse et de raideur. L'écriture de l'énergie cinétique et du potentiel d'un grand système étant peu réaliste, il faut avoir recours à des méthodes d'assemblage à partir de matrices élémentaires, que nous allons introduire à partir de l'exemple. Le système peut être décomposé en 3 sous-systèmes du même type, comportant une masse et un ressort, notés A, B et C. Ces éléments sont liés par 2 nœuds aux autres éléments, ou au point fixe. Établissons la matrice de raideur de l'élément générique E, caractérisée par une raideur KE et une masse ME. Écrivons le potentiel élastique, sous sa forme matricielle, d'abord limité aux coordonnées locales QI et QJ, puis étendu aux 4 coordonnées Q0 à Q3, en prenant comme exemple l'élément B, pour lequel I égale 1 et J égale 2. Ajoutons les potentiels. Comme le vecteur déplacement Q et sa transposée se factorisent, on déduit que la matrice totale ou assemblée K est égale à la somme de toutes les matrices élémentaires KE. Dans cette matrice, on fait apparaître celles de chaque élément, encadrées en bleu, rouge et vert. Les valeurs occupant la même position s'ajoutent. C'est le principe de l'assemblage. On note que la matrice est symétrique et que les éléments les plus éloignés de la diagonale sont nuls. On parle de matrice bande. Écrivons de même l'énergie cinétique de l'élément E, sous les 2 formes matricielles. L'assemblage des matrices élémentaires conduit à une matrice diagonale. Remarque. On note le type matrice bande, qui permet une organisation économique des données. La largeur de bande dépend d'une numérotation plus ou moins judicieuse. Ainsi, choisissons une autre numérotation des nœuds, pas du tout naturelle, 0, 1, 3 et 2. En assemblant la matrice de raideur, on obtient la matrice K' dont la largeur de bande a augmenté, et qui nécessite plus de mémoire pour être stockée. 9 valeurs contre 7 dans le cas précédent. Pour revenir au système de 3 équations, comme précédemment, remarquons que les conditions aux limites imposent Q0 et Q seconde 0 égale 0. Séparons le système en deux. La première équation donne la force de réaction F0 égale moins Q1, sur le nœud immobilisé, et les 3 dernières redonnent le système obtenu précédemment. Dans le cas particulier de l'équilibre de la structure, l'équation différentielle matricielle se réduit à KQ égale vecteur F, qui est constant. Calculons la position d'équilibre, en inversant la relation. Q égale K-1 fois F. Notons lambda, la matrice inverse de K. En développant la y ligne de cette relation, on obtient QI égale somme suivant J de lambda IJ fois FJ. Lambda IJ s'interprète comme le déplacement suivant QI, dû à la seule force FJ égale à 1. Ces valeurs lambda IJ sont appelées coefficients d'influence. Ils fournissent une façon indirecte de déterminer la matrice de raideur. Bien sûr, l'inversion de la matrice peut poser problème si elle est de grande taille, mais nous verrons que certaines méthodes décrites ci-dessous utilisent la matrice lambda plutôt que K. Notons que la matrice lambda est symétrique comme la matrice K. Elle est appelée aussi matrice de souplesse. Revenons à l'exemple précédent et déterminons les coefficients d'influence du système. Premier cas, la force unité est appliquée sur la première masse. Le déplacement lambda en un de celles-ci résulte de l'allongement du ressort qui relie cette masse au point fixe. Il est donc égal à la force divisée par la raideur, soit 1. Les 2 autres masses se déplacent de la même quantité, soit lambda 2 1 égale lambda 3 1 égale 1. Deuxième cas, la force est appliquée sur la seconde masse. Elle se transmet aux 2 premiers ressorts, donc le déplacement lambda 1 2 de la première masse est encore égal à 1, ce qui satisfait à la propriété de symétrie. Le déplacement lambda 2 2 combine lambda 1 2 et l'allongement 1/2 du second ressort, soit au final 1,5.
lambda 3,2 est égal à lambda 2,2, pour la raison indiquée précédemment. On procède de même pour la troisième colonne de la matrice lambda. La méthode de Rayleigh est basée sur une propriété du quotient de même nom. Définissons ce coefficient. Il est égal au rapport de Q transposé KQ sur Q transposé MQ, où Q est un vecteur quelconque, dit vecteur d'essai. Notons que nous avons vu que si Q est égal au mode propre QI, le quotient de Rayleigh prend la valeur propre lambda I ou oméga I carré. Considérons le vecteur d'essai QI tilde, voisin, du mode QI. Par définition, il se décompose, comme tout vecteur, sur la base des modes propres, et s'écrit donc CI fois QI plus somme suivant J différent de I dc J fois QJ. Puisque QI tilde est voisin de QI, les coefficients autres CJ sont très petits devant CI. En factorisant CI, l'expression fait intervenir des coefficients epsilon J très petits, sauf epsilon I, qui vaut 1. Reportons dans le quotient de Rayleigh. Développons. Utilisons les propriétés d'orthogonalité des modes pour éliminer les termes nuls. Utilisons les approximations permises par les epsilon très petits. On obtient une expression qui montre que le quotient de Rayleigh est stationnaire au voisinage de chaque mode propre où il atteint un extrémum égal à la valeur propre correspondante. Elle montre aussi que si l'approximation du vecteur d'essai est en epsilon, l'approximation déduite pour la valeur propre est en epsilon au carré, donc bien plus précise. La propriété du quotient de Rayleigh permet de déterminer une bonne approximation de la valeur propre à partir d'une approche grossière d'un mode. Comment obtenir une approximation d'un mode? Sauf cas particulier, on est généralement limité au premier mode, et donc à la première pulsation propre, ce qui peut être suffisant, notamment pour comparer à d'autres méthodes. On peut prendre comme approximation du premier mode, la déformée, statique. C'est-à-dire sous l'effet de force, ou couple, proportionnel aux masses, ou inertie, comme les poids. Considérons, par exemple, le cas d'une poutre encastrée, libre, modélisée avec un nombre fini de degrés de liberté, généralement les déplacements transversaux de différentes sections. On peut calculer la déformée statique QS, sous l'effet du poids de la poutre, donc une approximation de la première pulsation propre. Utilisons cette méthode pour notre exemple. Appliquons 3 forces, axiales, de valeurs égales aux masses, soit 2, 1 et 3. La matrice des coefficients d'influence nous donne QS, d'où on déduit oméga 1. Comparons à la valeur exacte, obtenue précédemment. L'erreur n'est que de 0,5%. Voyons l'approximation sur le mode. Pour comparer, ramenons la première coordonnée à l'unité. L'écart sur la troisième coordonnée est de 11%, ce qui est conforme à nos prévisions. Epsilon égale 11% sur le mode, donne une approximation epsilon au carré, soit 1% pour la valeur propre, et 1,5% pour oméga, qui en est la racine carrée.